Cet après-midi de mars, le soleil de Nice filtrait par les fenêtres pendant que je pliais le linge fraîchement lavé. L'arôme d'adoucissant flottait dans l'air et, un instant, tout semblait calme. J'étais mariée à Vincent depuis 5 ans, 5 années au cours desquelles j'avais appris à déchiffrer ses silences et à anticiper ses orages. Mais ce jour-là, lorsque j'entendis la porte d'entrée se refermer avec un bruit qui fit trembler les murs de notre appartement, je sus que quelque chose était différent. Le son résonna dans toute la maison, comme si un ouragan venait d'arriver. Vincent entra dans le salon, le visage si déformé par la colère que je le reconnus à peine. Derrière lui, telle une ombre se nourrissant du venin, se tenait ma belle-mère, Monique. Je la vis se pencher vers lui juste avant qu'il n'entre et lui murmurer quelque chose à l'oreille. Je ne pus entendre les mots, mais je vis l'étincelle dans ses yeux. C'était comme si on venait d'allumer une mèche. « Bonjour », dis-je, en essayant de garder un air normal. J'ai préparé une quiche pour le dîner et, avant que je puisse finir ma phrase, Vincent m'interrompit. Sa voix tremblait de rage lorsqu'il me lança « Pourquoi es-tu si nulle ?» L'accusation me tomba dessus comme une gifle. Je balbutiai, confuse. J'avais nettoyé l'appartement, préparé le repas, accompli toutes les tâches ménagères pendant qu'il était dehors. « De quoi tu parles ?» demandai-je doucement, espérant le calmer. Mais le venin avait déjà pénétré trop profondément. « De ça !» cria-t-il, en montrant une tache presque imperceptible sur le sol du salon. « Ma mère a raison. Tu ne sais rien faire correctement. » Monique se tenait près de la porte, avec un sourire à peine dissimulé. Ses yeux, de la même couleur noisette que ceux de Vincent, brillaient de satisfaction. Depuis le jour où nous nous étions rencontrés, elle m'avait clairement fait comprendre que je n'étais pas assez bien pour son fils. Une institutrice, l'avais-je entendu dire au téléphone à ses amis. Mon Vincent aurait pu trouver quelqu'un de mieux. « Je suis désolée », dis-je automatiquement, bien que je sache que la tâche n'était pas là ce matin. Je vais la nettoyer tout de suite. Je me dirigeais vers le placard de nettoyage, mais Vincent me saisit le bras avec une telle force que je sentis que des bleus se formeraient le lendemain. « Tu crois qu'il suffit de t'excuser ? Toujours pareil ? Toujours à t'excuser et à ne jamais changer. » J'essayais de me libérer, mais sa poigne s'intensifia. « Vincent, tu me fais mal, » murmurai-je, consciente que Monique observait la scène sans intervenir. Alors arriva le moment que je n'oublierai jamais. Vincent lâcha mon bras seulement pour attraper le portrait de famille accroché au-dessus de la console, notre photo de mariage, et le fracassa contre ma tête. La douleur fut aiguë, mais ce fut la trahison qui me brisa réellement en deux. Le sang se mêla aux éclats de verre qui tombaient autour de moi, comme des larmes de cristal. Monique ne cria pas. Elle n'intervint pas. Elle resta là, les bras croisés, satisfaite. C'est alors que je compris. Elle voulait que je disparaisse. « Regarde ce que tu m'as forcé à faire !» cria Vincent, comme si j'étais la coupable de sa violence. Ses paroles me transpercèrent, plus que les éclats de verre qui s'incrustaient maintenant dans ma peau. Le temps sembla s'arrêter. Je revis défiler devant moi tous les moments où j'avais ignoré les signes, les critiques constantes, la jalousie irrationnelle, le contrôle sur mes vêtements, mes amitiés, mon travail. Je me souvins comment j'avais cessé d'appeler Lucie, ma meilleure amie depuis l'enfance, parce qu'il ne l'aimait pas. Comment j'avais renoncé à sortir avec mes collègues de l'école, parce qu'ils disaient qu'ils me regardaient de manière inappropriée. « Ce n'est pas ma faute », réussis-je à dire, d'une voix qui ne semblait pas la mienne. C'était comme si une autre personne, plus courageuse, parlait pour moi. « Qu'est-ce que tu as dit ?» La voix de Vincent était dangereusement calme maintenant, comme le calme avant la tempête. « J'ai dit que ce n'est pas ma faute », répétai-je, sentant le sang couler sur ma tempe. Je le vis lever à nouveau la main, mais cette fois, je ne fermais pas les yeux. Je le regardais droit dans les yeux, me demandant comment j'en étais arrivée là. Comment l'homme qui m'avait promis un amour éternel sous les platanes de la place du village était devenu cet étranger rempli de haine. Le coup n'arriva jamais. Au lieu de cela, Vincent regarda sa mère, comme pour chercher son approbation. Monique s'avança, son parfum excessivement sucré inonda mes sens et me retourna l'estomac. « Tu as entendu mon fils ?» dit-elle d'une voix tranchante comme du verre. « Tu es une déception. Tu l'as toujours été. » Ces paroles me blessèrent plus qu'elles n'auraient dû. Après 5 ans, je cherchais encore son approbation. J'espérais encore qu'un jour, elle me verrait comme faisant partie de la famille. Quelle idiote j'avais été. « Peut-être, » répondis-je, en essuyant le sang avec la manche de ma chemise, « que la déception c'est lui,
qui a besoin de sa mère pour mener ses propres batailles. La gifle de Monique arriva si vite que je n'eus pas le temps de l'esquiver. Insolente, après tout ce que nous avons fait pour toi. Ma joue me brûlait, mais quelque chose en moi s'était allumé. Une étincelle de dignité peut-être, ou peut-être l'instinct de survie. Je savais que si je restais, la prochaine fois, je pourrais ne pas survivre. Je regardais autour de moi, la maison que j'avais transformée en foyer avec tant d'efforts. Les rideaux que j'avais cousus à la main, les livres soigneusement rangés sur les étagères, les plantes que j'avais soignées. Tout semblait maintenant faire partie d'une autre vie, une vie qui s'évanouissait sous mes yeux comme un mirage dans le désert. « Je m'en vais », dis-je simplement, surprise par ma propre détermination. « Où vas-tu aller ?» Le rire de Vincent était cruel. « Tu crois que quelqu'un va vouloir de toi comme ça ? Regarde-toi, tu es un désastre. » Les mots me firent mal, mais je restais ferme. Je ne savais pas où j'irais, mais je savais que je devais sortir de là, avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je n'attendais pas, c'est ce qui suivit. Hébétée, j'essayais de me relever. La pièce tournait autour de moi, et les cris de Vincent s'atténuaient derrière le bourdonnement dans mes oreilles. Je vis Monique s'approcher, non pas pour m'aider, mais pour sortir ma valise du placard. Avec des mouvements rapides et précis, elle commença à jeter mes affaires dedans comme si c'était des ordures. « Va-t'en, tu as empoisonné mon fils pendant trop longtemps », siffla-t-elle, en jetant mes vêtements à mes pieds. Vincent ne l'arrêta pas. Il ne me regardait même plus. J'avais cessé d'être sa femme. J'étais devenue l'accusée, la jugée et la condamnée. Tout cela en quelques minutes. « Donne-moi un instant pour rassembler mes affaires », demandai-je, en essayant de conserver la dignité qui me restait. « Tu n'as rien à rassembler. Tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est nous qui l'avons payé, » répondit Monique, en fermant la valise d'un coup sec. C'était un mensonge, bien sûr. Mon salaire d'institutrice avait payé une bonne partie des meubles, des factures et même les caprices de Vincent. Mais je n'avais pas la force de discuter. Les mains tremblantes et le sang coulant toujours sur ma tempe, je pris mon sac à main et la valise à moitié fermée. Mes doigts effleurèrent le cadre brisé de notre photo de mariage qui gisait sur le sol. Le verre avait laissé de petites coupures sur mes mains, mais la douleur physique était presque un soulagement comparé à l'agonie que je ressentais à l'intérieur. « Vincent », dis-je, cherchant un dernier regard, une dernière reconnaissance des années partagées. Mais il s'était retourné, regardant par la fenêtre comme si le monde extérieur était infiniment plus intéressant que l'effondrement de notre mariage. Monique me poussa vers la porte. « Si tu reviens, j'appellerai la police. Nous dirons que tu nous as attaqués. » Je sortis de l'appartement en titubant, pieds nus, mes chaussures à la main, car je n'avais pas eu le temps de les mettre. L'ascenseur était en panne, comme toujours, alors je descendis les 4 étages par les escaliers, m'agrippant à la rampe pour ne pas tomber. Le vent de mars me frappa le visage comme si le monde me donnait une autre gifle pour me réveiller, mais j'étais toujours en état de choc, incapable de croire que c'était maintenant ma vie. Les rues de Nice, qui me semblaient normalement si accueillantes, étaient devenues un labyrinthe hostile. Je marchais sans but, consciente des regards curieux et inquiets des passants. Une femme avec du sang sur le visage et une valise à moitié fermée n'était pas une vision courante dans ce quartier résidentiel. Après avoir marché 2 rues pieds nus, je trouvai un banc sur la place Masséna et m'assis. Mes mains tremblaient, tandis que je sortais mon téléphone. J'hésitais, mais je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. Ma famille vivait à Lyon, à plus de 2 heures de route, et cela faisait des années que Vincent m'avait éloigné de la plupart de mes amis. Avec des larmes qui me voilèrent la vue, j'appelai mon frère, Julien. « Tu peux venir me chercher ?» murmurai-je quand il répondit. « Je suis à Nice, sur la place Masséna. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Julien et moi n'avions pas beaucoup parlé ces dernières années. Vincent trouvait toujours des excuses pour éviter les réunions de famille, et avec le temps, il m'avait été plus facile de céder que d'affronter ses sautes d'humeur. « Tu vas bien ?» demanda finalement Julien, sa voix chargée d'inquiétude. « Non, » répondis-je simplement, sans force pour mentir. « J'arrive, » dit-il, sans poser d'autres questions. « Je serai là dans 2 heures. Tu peux attendre dans un endroit sûr ?» Je regardais autour de moi. La place était pleine de touristes et de locaux, et malgré mon apparence, je me sentais plus en sécurité ici que n'importe où ailleurs. « Je serai là, » promis-je. Après avoir raccroché, je réalisais que je n'avais rien, sauf les vêtements que je portais, quelques euros dans ma poche, et ce que Monique avait jeté à la hâte dans la valise. «
Toute ma vie réduite à un bagage mal fait. Une dame âgée s'approcha et s'assit à côté de moi sur le banc. Elle portait un sac de course et me regarda avec des yeux aimables, mais inquiets. « Ma petite, ça va ?» demanda-t-elle avec un accent chantant du sud. « Vous avez du sang sur le visage. » J'essayais de sourire, mais mes lèvres ne formèrent qu'une grimace tremblante. « J'attends mon frère, » répondis-je, ne sachant que dire d'autre. La femme hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement ce que je n'avais pas dit. Elle ouvrit son sac et en sortit un paquet de mouchoirs et une bouteille d'eau. « Nettoyez-vous, ma chérie, et buvez un peu. La chaleur peut être traîtresse même en mars. » J'acceptai son offre avec gratitude, nettoyant le sang séché de mon visage avec des mains tremblantes. L'eau fraîche fut un baume pour ma gorge sèche. « Merci, » murmurai-je. « Il n'y a pas de quoi, » répondit-elle avec un sourire triste. « J'ai été là où vous êtes maintenant, il y a de nombreuses années. Les choses s'améliorent, je vous le promets. » Avant que je puisse répondre, elle se leva et continua son chemin, me laissant avec un étrange sentiment d'espoir. Si elle avait survécu, peut-être que je le pourrais aussi. Les heures passèrent lentement. Le soleil commença à se coucher, teintant la place de tons dorés et rougeâtres. Je restais là, immobile, tandis que la vie continuait autour de moi. Des couples se promenant main dans la main, des enfants riant, des touristes prenant des photos. Un monde normal auquel je n'appartenais plus. Finalement, je vis la voiture de Julien se garer au coin de la place. Il en sortit précipitamment, scrutant la foule jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Il s'arrêta net, et je sus exactement ce qu'il voyait. Sa petite sœur, celle qui avait toujours été la forte, l'indépendante, maintenant réduite à une ombre tremblante. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait de m'effrayer. Quand il fut devant moi, il se pencha pour examiner mon visage meurtri. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» murmura-t-il, sa voix se brisant légèrement. J'essayais d'expliquer, mais ma voix se brisa en sanglots. Les mots restaient coincés dans ma gorge, refusant de sortir. Comment expliquer des années de manipulation et de contrôle qui avaient culminé dans cette explosion de violence? Julien n'insista pas. Il m'aida à me lever et me guida vers sa voiture, promettant que tout irait bien maintenant. Je voulais désespérément le croire. « On va d'abord à l'hôpital », dit-il en bouclant ma ceinture de sécurité comme si j'étais une petite fille. « Et ensuite à la police. »« Non », répondis-je automatiquement, la peur s'emparant de moi. « Je ne veux pas porter plainte. Je veux juste partir loin d'ici. » Julien me regarda longuement, ses yeux remplis d'un mélange de tristesse et de détermination. « Claire, » dit-il finalement, utilisant mon nom avec une douceur qui faillit me briser complètement. « Ce qu'il t'a fait ne peut pas rester impuni. » Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas lui expliquer les menaces de Monique, la peur que je ressentais, la honte qui me consumait. Comment admettre que j'avais laissé cela se produire, que j'avais ignoré tous les signaux d'alarme? Au lieu d'aller directement à l'hôpital, Julien insista pour retourner chercher quelques-unes de mes affaires. Mon cœur s'accéléra à l'idée d'affronter à nouveau Vincent, mais je n'eus pas la force de protester. « Attends dans la voiture », me dit-il en arrivant à l'immeuble. « Je reviens tout de suite. » Mais je savais que je ne pouvais pas le laisser y aller seul. Il ne connaissait pas Vincent comme moi. Il ne savait pas de quoi il était capable quand il se sentait acculé. « Je viens avec toi », dis-je, en ouvrant la portière avant qu'il ne puisse m'arrêter. Julien me regarda avec inquiétude, mais hocha la tête, reconnaissant la détermination dans ma voix. Ensemble, nous nous dirigeâmes vers l'immeuble où, quelques heures plus tôt, j'avais cru avoir un foyer. Ce qui se passa ensuite allait changer nos vies pour toujours. Pendant le trajet, Julien gardait les mains serrées sur le volant, ses jointures blanches de tension. Je regardais par la fenêtre les lumières de Nice commencer à s'allumer à mesure que le jour se transformait en nuit. Le reflet de mon visage dans la vitre me surprit. Je me reconnaissais à peine. « On doit aller à l'hôpital », dit Julien, rompant le silence. « Non », répondis-je automatiquement. « D'abord, je dois récupérer des affaires à la maison. Mes papiers, mon ordinateur avec les cours préparés pour les enfants. Claire, ça peut attendre. »« Ta tête, s'il te plaît, Juju, » insistai-je. « Si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrai peut-être plus entrer plus tard. » Je vis le doute dans ses yeux, mais il finit par hocher la tête et changea de direction. Pendant le reste du trajet, il me parla de sa vie à Lyon, de ses projets, de sa récente rupture avec Teresa. Il parlait sans arrêt, essayant de me distraire, et je l'en remerciais en silence. Quand nous arrivâmes à l'immeuble, mon cœur se mit à battre à tout rompre.
Le portail ne m'avait jamais paru aussi menaçant qu'aujourd'hui. Julien dut remarquer ma peur car il me serra la main. « Je peux monter seul », proposa-t-il. « Non », répondis-je, sachant que je ne pouvais pas le laisser affronter Vincent seul. « Allons-y ensemble, ce sera rapide. » En montant les escaliers, chaque pas me pesait davantage. C'était comme si je marchais vers un piège que j'avais moi-même aidé à préparer. Quand nous arrivâmes au 4e étage, je vis que la porte de notre appartement était entr'ouverte. Monique était sur le palier, comme si elle nous avait attendus. Ses yeux se plissèrent en nous voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cracha-t-elle, bloquant l'entrée. « Et je vois que tu as amené des renforts. »« Je viens juste chercher mes affaires, » répondis-je, essayant de rester calme. « Mes papiers, mes vêtements, mes livres. »« Il n'y a rien à toi ici, » déclara Monique, en croisant les bras. « Tout ce qu'il y a dans cette maison, elle le doit à mon fils. » Julien s'avança, la mâchoire crispée. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, ma sœur vivait ici. Elle a le droit de prendre ses affaires personnelles. » Avant que Monique puisse répondre, Vincent apparut derrière elle. Son expression changea en me voyant avec Julien, passant de la surprise à la colère en quelques secondes. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» demanda-t-il, s'adressant à moi comme si Julien n'était pas présent. « Je suis venu aider ma sœur, » répondit Julien, en gardant un ton calme mais ferme. « Nous voulons juste récupérer ses affaires et nous partirons. » Vincent nous regarda alternativement, calculant son prochain mouvement. Finalement, d'un geste brusque, il ouvrit davantage la porte. « 5 minutes, » dit-il. « Et seulement toi, » ajouta-t-il en me désignant. « Elle n'entrera pas seule, » intervint Julien. « Nous entrons tous les deux ou j'appelle la police tout de suite. » La tension dans l'air était palpable. Vincent et Julien se fixaient du regard, comme deux animaux se préparant à attaquer. Je me sentais prise au milieu, incapable de respirer. « D'accord, » céda finalement Vincent, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Entrez tous les deux, mais vite !» Nous entrâmes dans l'appartement avec prudence. Tout semblait exactement comme quelques heures auparavant, à l'exception des fragments de verre du cadre photo que quelqu'un, probablement Monique, avait balayé dans un coin. Quelques gouttes de mon sang tachaient encore le sol. Je me dirigeais directement vers la chambre, avec Julien me suivant de près. J'ouvris l'armoire et sortis une autre valise, plus grande, et commençai à la remplir avec mes vêtements, mes chaussures, mes livres préférés. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine plier les vêtements. « Dépêche-toi » murmura Julien, surveillant la porte. J'acquiesçai et me dirigeai vers le bureau où je gardais mes documents importants. Passeport, diplôme universitaire, contrat de travail, carte de banque. Je les mis à la hâte dans mon sac avec mon ordinateur portable et quelques disques durs contenant des photos et des souvenirs. « Claire ?» La voix de Vincent me fit sursauter. Il était à la porte de la chambre nous observant. « Tu as bientôt fini ?» Le temps est écoulé. « Presque », répondis-je, en essayant que ma voix ne trahisse pas ma peur. « Tu prends trop de choses », dit-il en entrant dans la pièce. Sa proximité me donna un frisson. « Elle ne prend que ce qui lui appartient », intervint Julien, se plaçant entre nous. Vincent se mit à rire, un son froid et sans humour. « Et qu'est-ce que tu sais de ce qui est à elle ? Tu es à peine venu nous voir en 5 ans. » Le commentaire était destiné à blesser, à semer la culpabilité. Je vis l'impact sur Julien, comment ses épaules se tendirent sous l'accusation. « Allons-y », dis-je en fermant la valise. « J'ai tout ce qui est important. » Nous commençâmes à nous diriger vers la porte, mais Vincent bloqua le passage. « Tu crois que tu peux simplement partir comme ça ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? Vincent, s'il te plaît, suppliai-je. Ne rends pas ça plus difficile. » « Difficile ?» Sa voix monta. « Tu sais ce qui est difficile. Être marié à quelqu'un qui n'est jamais à la hauteur, qui déçoit toujours. » Julien s'avança. « Écarte-toi, Vincent. On ne veut pas de problème. »« Tu ne veux pas de problème ?» Vincent s'adressa à Julien avec mépris. « Alors tu n'aurais pas dû venir chez moi. »« Allons-y, Juju » insistai-je, en tirant sur son bras. Je sentais la situation dégénérer dangereusement. Nous commençâmes à nous diriger vers la sortie, mais Monique apparut dans le couloir, bloquant le chemin. « D'abord, rends les clés » exigea-t-elle en tendant la main vers moi. Avec des doigts tremblants, je sortis mon trousseau et détachai les clés de l'appartement. Je les laissai tomber dans sa paume, en évitant de la toucher. « Et l'alliance » ajouta-t-elle, avec un sourire malicieux. « C'était celle de ma mère, elle ne t'appartient pas. » L'alliance. Je l'avais complètement oubliée. Je baissai les yeux vers ma main gauche,
où le simple anneau d'or était resté pendant 5 ans. D'un mouvement rapide, je l'enlevai et le tendis à Monique. Je fus surprise de la légèreté de ma main sans lui. « Maintenant, va-t'en et ne reviens pas », dit-elle, en rangeant l'anneau dans sa poche comme un trophée. Nous étions presque à la porte quand tout explosa. Vincent, qui avait été inhabituellement silencieux, éclata soudainement. « Tu es revenu pour m'humilier !» cria-t-il, s'approchant de moi les poings serrés. « Pour montrer à ton frère quelle mauvaise personne je suis. » Julien s'interposa entre nous. « Ça suffit, Vincent. Nous partons et nous ne reviendrons pas. Tu ne me dis pas ce que je dois faire chez moi, » rugit Vincent, en poussant violemment Julien. Mon frère chancela, mais retrouva rapidement son équilibre. « Je ne veux pas me battre avec toi, » dit-il, les mains levées en signe de paix. « On va juste partir et... » Il ne put finir sa phrase. Vincent se jeta sur lui, aveuglé par la rage. Monique, au lieu d'essayer d'arrêter son fils, se mit à crier que Julien nous avait attaqués, que nous violions leur domicile. « Arrêtez !» criai-je, en essayant de séparer les 2 hommes qui se battaient maintenant dans le couloir étroit. « S'il vous plaît, arrêtez !» Mais mes supplications tombèrent dans des oreilles sourdes. La bagarre s'intensifia, les 2 échangeant des coups. Un vase se brisa sur le sol, ajoutant d'autres éclats de verre à ceux déjà présents. Je vis Vincent se séparer momentanément et courir vers la cuisine. Mon cœur s'arrêta quand il revint avec un couteau de cuisine. « Vincent ! Non !» criai-je, m'interposant entre lui et Julien. « S'il te plaît, ne fais pas ça !» Ses yeux me regardèrent sans me reconnaître, comme si j'étais une étrangère. « Écarte-toi !» ordonna-t-il, sa voix maintenant froide et contrôlée, ce qui le rendait encore plus terrifiant. « Non !» répondis-je, surprise par ma propre fermeté. « Si tu veux faire du mal à mon frère, tu devras me passer sur le corps. » Pendant un instant qui parut une éternité, nous nous fixâmes du regard. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la bataille entre la rage aveugle et le dernier vestige d'humanité qui restait en lui. « Allons-y, Claire », dit Julien derrière moi, sa voix tendue. Maintenant, sans quitter Vincent des yeux, j'acquiesçai légèrement. Nous commençâmes à reculer lentement vers la porte, mes mains agrippant la valise comme si c'était un bouclier. Nous étions presque sur le palier quand Vincent fit un dernier mouvement désespéré. Avec un cri de rage, il lança le couteau dans notre direction. Il siffla près de mon oreille et se planta dans le mur du couloir. Le temps sembla s'arrêter. Dans cet instant de terreur absolue, tout devint clair pour moi. Cet homme, que j'avais aimé pendant des années, avait essayé de nous tuer. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Julien réagit rapidement. Il me poussa hors de l'appartement et ferma la porte derrière nous, la bloquant momentanément avec son corps, tandis que Vincent frappait de l'intérieur, criant des menaces. « Cours !» ordonna Julien, et cette fois je n'hésitai pas. Nous descendîmes les escaliers à toute vitesse, le son des coups et des cris de Vincent nous poursuivant comme un écho infernal. Quand nous arrivâmes à la voiture, Julien démarra avec un crissement de pneus. « Hôpital », dit-il, à bout de souffle. Et ensuite, le commissariat. C'est allé trop loin. J'acquiesçais, incapable de parler. Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, de peur, de rage, et peut-être, quelque part au fond, d'espoir. Alors que nous nous éloignions de l'immeuble, je regardais en arrière une dernière fois. Les lumières de ce qui avait été mon foyer pendant 5 ans brillaient dans l'obscurité. Mais ce n'était plus mon foyer, et Vincent n'était plus mon mari. C'était un étranger, un danger auquel j'avais échappé de justesse. « Juju », murmurai-je, « merci d'être venu me chercher. » Mon frère tendit la main et serra brièvement la mienne. « Toujours », répondit-il simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, je crus que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'améliorer. L'hôpital Pasteur de Nice brillait comme un phare dans la nuit quand nous sommes arrivés. Les lumières blanches et aseptisées contrastaient avec l'obscurité que je ressentais à l'intérieur. Julien conduisait en silence, me lançant des regards inquiets toutes les quelques secondes. L'adrénaline qui m'avait tenu debout commençait à s'estomper, ne laissant qu'une douleur sourde dans tout mon corps. « Tu vas bien ?» demanda-t-il en se garant. Une question si simple, et pourtant si impossible à répondre. Comment pouvais-je aller bien ? Ma vie s'était effondrée en quelques heures. J'ai hoché la tête quand même, incapable d'articuler des mots. Le service des urgences était étonnamment calme pour un vendredi soir. Une infirmière d'âge moyen nous a accueillis avec une expression fatiguée
qui s'est transformée en alerte professionnelle en voyant mon visage meurtri et la blessure à ma tête. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en me guidant vers une salle d'examen. « Elle est tombée », répondit automatiquement Julien. « Non », dis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Mon mari m'a frappé à la tête avec un cadre photo. L'infirmière et Julien échangèrent un regard que je ne sus interpréter. Elle hocha gravement la tête et commença à examiner la plaie. « Il faudra des points de suture », dit-elle après avoir nettoyé le sang séché. « Et nous allons vous faire des radiographies pour écarter une commotion cérébrale. » Les heures suivantes se déroulèrent comme dans un cauchemar flou. Des médecins qui entraient et sortaient, des formulaires à remplir, des questions inconfortables sur l'incident. Une jeune femme médecin, aux yeux aimables et aux mains douces, a suturé la plaie de ma tête tout en me parlant à voix basse des ressources pour les femmes battues. Elle m'a donné une carte que j'ai gardée machinalement dans mon sac, sans savoir ce que j'en ferais. « Il est important que vous portiez plainte », m'a-t-elle dit quand elle a terminé les points. « Ce n'était pas un accident isolé, n'est-ce pas ?» J'ai secoué la tête, incapable de maintenir le mensonge plus longtemps. « Ça a commencé par des mots, » ai-je murmuré. Des critiques, des insultes, puis ce furent des bousculades, des prises trop fortes. C'est la première fois qu'il utilise quelque chose pour me frapper. Elle a hoché la tête, sans surprise. Elle avait vu trop de cas comme le mien. L'escalade est typique, a-t-elle expliqué. Et elle s'arrête rarement sans intervention. Pendant que nous attendions les résultats des radiographies, Julien a reçu un appel. Je l'ai vu pâlir en écoutant. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé quand il a raccroché. « Vincent est allé à la police, » dit-il, la voix tendue. « Il a porté plainte contre nous pour violation de domicile et agression. » Le sol a semblé s'ouvrir sous mes pieds. « Quoi ? Mais c'est lui qui... » « Je sais, Claire, » m'interrompit Julien en prenant mes mains dans les siennes. « C'est une tactique. Monique lui aura conseillé de prendre les devants. Nous devons aller au commissariat dès que nous aurons fini ici. La panique m'a envahie. Je ne peux pas l'affronter à nouveau, Juju. Je ne peux pas. Tu ne seras pas seule, a promis mon frère. Je serai avec toi à chaque étape. » Quand on nous a finalement donné notre congé, avec l'assurance qu'il n'y avait pas de lésion cérébrale, il était déjà minuit passé. Je me sentais épuisée jusqu'à la moelle, mais je savais que notre nuit était loin d'être terminée. Le commissariat central de police était éclairé et actif malgré l'heure tardive. L'officier qui nous a reçus nous a regardés avec un mélange de lassitude et de scepticisme. « Nous croyons savoir qu'il y a une plainte contre nous », a expliqué Julien. Le policier a tapé quelque chose sur son ordinateur. « Oui, une plainte pour violation de domicile et agression, déposée il y a quelques heures, par Vincent Durand. » Entendre son nom complet dans ce contexte m'a donné un frisson. L'homme avec qui j'avais partagé ma vie, mon lit, mes rêves, était maintenant un nom sur un rapport de police. « C'est faux, » dis-je, ma voix à peine audible. Nous sommes allés chercher mes affaires. Je vivais là jusqu'à cet après-midi, quand il m'a frappé et m'a chassé de la maison. L'officier m'a regardé plus attentivement, remarquant les points sur ma tête et les ecchymoses qui commençaient à se former sur mon visage. « Avez-vous un rapport médical pour ces blessures ?» J'ai hoché la tête, sortant les papiers qu'on nous avait donnés à l'hôpital. « Et nous voulons porter plainte pour violence conjugale et menaces », a ajouté Julien. Le reste de la nuit s'est transformé en un défilé interminable de déclarations, de photographies de mes blessures, de formulaires supplémentaires et de questions douloureuses sur mon mariage. J'ai dû raconter chaque détail, comment tout avait commencé, les premiers signes de contrôle, les humiliations, les incidents précédents que j'avais justifiés ou pardonnés. Chaque mot que je prononçais était comme m'arracher une couche de peau, me laissant plus exposée, plus vulnérable. « Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte avant ?» a demandé à un moment l'officier, sur un ton qui suggérait l'incrédulité. « Parce que je l'aimais », ai-je répondu simplement, et parce que j'avais peur. Il était presque 4 heures du matin quand nous avons terminé. On m'a remis une copie de la plainte et on m'a informé qu'une ordonnance d'éloignement provisoire serait prononcée jusqu'à l'audience. « Et qu'en est-il de sa plainte ?» a demandé Julien. « Les deux feront l'objet d'une enquête », a répondu l'officier. « Mais avec le rapport médical et votre témoignage, la vôtre a plus de poids. » En sortant du commissariat, l'air frais de l'aube m'a frappé comme une gifle de réalité. Cela se passait vraiment. Ce n'était pas un cauchemar dont j'allais me réveiller. Mon mariage s'était terminé de la pire des manières, et j'étais maintenant plongée dans une procédure judiciaire contre l'homme qui avait autrefois promis de m'aimer et de me protéger.
Où allons-nous maintenant ? Ai-je demandé, debout sur le trottoir, me sentant perdue dans tous les sens du terme. Dans un hôtel, pour cette nuit, a répondu Julien. Demain, nous déciderons. Tu peux venir à Lyon avec moi si tu veux. L'idée de m'éloigner de Nice, de tout ce qui me rappelait Vincent, était tentante. Mais cela signifiait aussi abandonner mon travail, mes quelques amis, la vie que j'avais construite malgré lui. Je ne sais pas, ai-je avoué. J'ai besoin de réfléchir. L'hôtel était modeste mais propre. Julien a demandé une chambre avec 2 lits et a payé en espèces. Il n'a pas posé de questions quand j'ai demandé à prendre une douche avant de me coucher, même s'il était presque 5 heures du matin. Sous l'eau chaude, j'ai laissé les larmes couler librement pour la première fois. J'ai pleuré pour la jeune idéaliste que j'avais été, pour les années perdues, pour l'humiliation, la peur et la douleur. J'ai pleuré jusqu'à ce que l'eau devienne froide et que mes doigts se rident. Quand je suis sortie, enveloppée dans une serviette rêche de l'hôtel, Julien était assis sur l'un des lits, m'attendant patiemment. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit », a-t-il avoué, sa voix grave dans la pénombre de la chambre. « Pendant que tu déposais ta plainte, j'ai reçu un autre message. Mon cœur s'est accéléré. De qui ? Du voisin de Vincent, Antoine. On s'est rencontrés il y a des années, tu te souviens ? À ce dîner de Noël. » J'ai hoché la tête vaguement, essayant de me souvenir d'un homme que j'avais probablement connu quand j'étais encore heureuse, quand je croyais encore en mon mariage. Il dit qu'après notre départ, il y a eu des cris, des choses qui se cassaient. Il a appelé la police. Julien a fait une pause, comme s'il hésitait à continuer. Vincent a été arrêté pour trouble à l'ordre public et résistance à l'autorité. Apparemment, il était hors de lui. La nouvelle aurait dû me procurer une certaine satisfaction, mais je n'ai ressenti qu'une profonde fatigue. « Tu sais ce qui est le pire, Juju ?» dis-je en m'asseyant sur l'autre lit. « C'est qu'il y a encore une partie de moi qui s'inquiète pour lui, qui se demande s'il va bien. » Julien s'est approché et m'a serré dans ses bras, en faisant attention de ne pas appuyer sur mes blessures. « Ça ne te rend pas faible, Claire. Ça te rend humaine. » Je me suis allongée, sentant chaque muscle de mon corps protester. À travers le fin rideau de l'hôtel, je pouvais voir les premières lueurs de l'aube. Un nouveau jour commençait, le premier de ma vie sans Vincent. « Essaie de dormir », murmura Julien en éteignant la lumière. « Demain est un autre jour. » J'ai fermé les yeux, mais le sommeil a mis du temps à venir. Dans l'obscurité, j'ai repassé chaque moment de cette journée interminable, chaque décision, chaque mot. Je me suis demandé si j'aurais pu faire quelque chose de différent, si j'aurais pu empêcher les choses d'aller aussi loin. Finalement, l'épuisement m'a vaincue, et je suis tombée dans un sommeil agité, peuplé de verres brisés et de murmures venimeux. Dans mes cauchemars, j'étais toujours piégée dans cet appartement, les murs se refermant sur moi, et la voix de Monique me chuchotant à l'oreille que je ne m'échapperais jamais vraiment. Julien m'a réveillée doucement vers midi. Il m'a fallu quelques secondes pour me souvenir où j'étais, et pourquoi tout mon corps me faisait mal, comme si j'avais été heurtée par une voiture. La réalité m'a frappée de nouveau. Je n'étais plus la femme de Vincent, mais une femme qui avait fui son mari violent. « J'ai apporté le petit déjeuner », a dit mon frère, en montrant un sac en papier et 2 cafés sur la petite table près de la fenêtre. Et de bonnes nouvelles, si on peut les appeler ainsi. Je me suis redressée lentement, sentant les points de suture tirer sur mon cuir chevelu. « Quelle nouvelle ?» Antoine, le voisin, a témoigné. Il confirme notre version. Que Vincent nous a attaqués quand nous sommes allés chercher tes affaires. Un petit rayon d'espoir a percé les nuages de mon esprit. « Vraiment ?» Julien a hoché la tête en me passant un café. Il dit qu'il a tout entendu. Comment Vincent t'a menacé. Comment nous avons essayé de partir pacifiquement. Il a même vu quand il a lancé le couteau. J'ai pris une gorgée de café, laissant la chaleur et la caféine réveiller mes sens engourdis. « Et maintenant, on prend le petit déjeuner », a répondu Julien avec un sourire fatigué. « Et ensuite, nous avons rendez-vous avec une avocate spécialisée en violence conjugale. La médecin des urgences l'a recommandé hier soir. En grignotant un croissant sans vraiment le savourer, j'ai essayé d'assimiler ma nouvelle réalité. En moins de 24 heures, j'étais passée d'une institutrice à la vie apparemment normale à une victime de maltraitance ayant besoin de conseils juridiques. « Tu crois que je devrais appeler l'école ?» ai-je demandé, pour expliquer pourquoi je ne viendrai pas lundi. Julien m'a regardé avec un mélange de surprise et d'admiration. « Claire, tu viens de traverser un enfer.
Personne ne s'attend à ce que tu te soucies du travail en ce moment. Mais j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose de normal, quelque chose qui me rappellerait qu'il existait un monde au-delà de ce cauchemar. C'est ma responsabilité, ai-je insisté. Mes élèves m'attendent. Mon frère n'a pas discuté. Il m'a passé mon téléphone portable, qui avait chargé pendant la nuit. Il y avait 27 appels manqués de Vincent et 16 messages textes oscillant entre des excuses désespérées et des menaces voilées. Je les ai tous effacés sans les lire. Il y avait aussi un message d'Anne, la directrice de l'école, me demandant si j'allais bien. Apparemment, Vincent l'avait appelé en disant que j'étais indisposée. Je l'ai appelé en lui expliquant brièvement la situation. Sa réponse m'a surprise. « Claire, nous soupçonnions que quelque chose n'allait pas, » dit-elle, sa voix chargée d'inquiétude. « Prenez le temps qu'il vous faut. Votre poste vous attendra. » Après avoir pris une douche et mis des vêtements propres, un chemisier et un pantalon que Julien avait récupérés lors de notre sortie précipitée, nous nous sommes dirigés vers le cabinet de l'avocate, maître Hélène Moreau. Son bureau se trouvait dans un vieil immeuble du centre de Nice, avec un ascenseur qui grinçait en protestant à chaque étage. Pilar s'est avérée être une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts argentés et aux yeux sombres qui semblaient en voir à travers les mensonges. « Asseyez-vous, Claire », m'a-t-elle dit après les présentations, « et racontez-moi tout, depuis le début. » Pendant les 2 heures suivantes, j'ai déterré chaque détail douloureux de mon mariage. La jalousie initiale que j'avais confondue avec de l'amour, l'isolement progressif de mes amis et de ma famille, les critiques constantes qui ont érodé mon estime de moi, les bousculades que je justifiais comme des accidents, et finalement, l'explosion de violence de la veille. Hélène prenait des notes de temps en temps, mais elle écoutait surtout avec une attention qui me faisait sentir, pour la première fois depuis longtemps, vraiment vue. « Vous avez fait le pas le plus difficile », dit-elle quand j'eus terminé mon récit. « Beaucoup n'y parviennent jamais. » Ces paroles, bien que destinées à être réconfortantes, m'ont fait penser à toutes les femmes piégées dans des situations similaires, ou pire que la mienne. « Que va-t-il se passer maintenant ?» a demandé Julien, qui était resté silencieux pendant ma déclaration. « L'ordonnance d'éloignement provisoire est déjà en vigueur », a expliqué Hélène. Vincent ne peut pas s'approcher de Claire à moins de 500 mètres. Nous demanderons également des mesures de protection supplémentaires, compte tenu de la gravité de l'agression et de la présence d'une arme, le couteau. Nous avons parlé de la procédure judiciaire qui nous attendait, la possibilité d'un procès, le poids des preuves, les témoignages dont nous aurions besoin. Tout cela semblait froid et procédural, comme si nous discutions d'un cas hypothétique et non des restes fumants de ma vie. « Il y a autre chose », dis-je finalement, en rassemblant mon courage. Sa mère, Monique, elle a fait partie de tout ça. Elle l'incite, le manipule contre moi. Hélène a hoché la tête, comme si elle l'avait déjà anticipé. C'est courant dans ces cas. Parfois, les familles sont des complices actifs de la maltraitance. Si nous pouvons prouver sa participation, nous pourrions également demander des mesures contre elle. En sortant du cabinet, je me sentais à la fois épuisée et étrangement renforcée. Le simple fait de raconter mon histoire, de ne pas la cacher ni la justifier, avait été libérateur d'une manière que je n'attendais pas. Julien a suggéré que nous allions manger quelque chose, mais j'avais une autre idée en tête. « Je veux aller voir Lucie », dis-je. « Mon amie, tu te souviens ? Celle que j'ai arrêté de voir parce que Vincent ne l'aimait pas. » Mon frère m'a regardé avec surprise, mais a hoché la tête. « Tu sais où elle habite maintenant ? » ?»« Oui. Nous avons gardé un certain contact par email. Elle travaille dans une librairie dans le Vieux-Nice. La librairie des mots échangés était une petite boutique accueillante dans le quartier bohème de Nice. Des clochettes ont tinté lorsque nous avons ouvert la porte, annonçant notre arrivée. Et là se trouvait Lucie, avec ses cheveux bouclés et ses lunettes à monture épaisse, exactement comme je m'en souvenais mais avec quelques années de plus. Elle m'a reconnue instantanément, et son sourire s'est effacé en voyant mon visage meurtri et les poings sur ma tête. « Claire !» s'est-elle exclamée en sortant de derrière le comptoir. « Que t'est-il arrivé ?»« Vincent !» ai-je répondu simplement, et ce seul mot contenait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Lucie a fermé temporairement la boutique et nous a emmenés dans la petite cafétéria de l'arrière-boutique. Pendant que je lui racontais une version résumée des événements, ses yeux se sont remplis de larmes. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas », a-t-elle dit en prenant mes mains dans les siennes. « J'ai essayé de te joindre tant de fois. »« Je sais », ai-je répondu, ressentant la culpabilité de l'avoir écartée.
Il m'a convaincu que toutes mes amitiés étaient toxiques, que seul lui se souciait vraiment de moi. L'isolement est leur meilleure arme, a commenté Lucie, qui s'est avérée avoir travaillé comme bénévole dans une association d'aide aux femmes battues. Il te coupe toutes les issues pour que tu n'aies pas d'autre choix que de rester. Nous avons passé des heures à parler, à nous souvenir de qui j'étais avant Vincent, avant que ma personnalité ne soit ensevelie sous des couches de peur et d'autocensure. Lucie m'a rappelé la jeune femme passionnée que j'étais, celle qui rêvait de changer le monde par l'éducation, celle qui riait sans se soucier de savoir si son rire était trop bruyant, comme Vincent me le reprochait souvent. Quand nous nous sommes finalement quittés, avec la promesse de rester en contact, j'avais l'impression d'avoir retrouvé une partie de moi-même que je croyais perdue pour toujours. Cette nuit-là, logée dans un autre hôtel, Hélène nous avait conseillé de changer régulièrement de lieu par précaution. Julien m'a posé une question directe. « Que veux-tu faire maintenant, Claire ? Venir à Lyon avec moi ? Rester ici à Nice ?» Je pris mon temps pour répondre, considérant réellement mes options pour la première fois. « Je veux récupérer ma vie, » dis-je finalement. Je ne peux pas laisser Vincent me prendre ça aussi. Nice est ma maison, mon travail est ici, mes élèves. Je fis une pause, me rappelant les petits visages des 25 enfants qui attendèrent mon retour. Mais j'ai besoin d'un endroit sûr où rester pendant que tout cela se résout. Tu peux rester dans mon appartement, proposa une voix depuis la porte. Lucie était là, avec un petit sac en tissu à la main. Je lui avais envoyé un message avec l'adresse de l'hôtel, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. J'ai une chambre de libre, a-t-elle poursuivi, et mon immeuble a un concierge et des caméras de sécurité. L'offre m'a profondément émue. Je ne veux pas te mettre en danger, ai-je protesté faiblement. Tu n'es pas seule dans cette épreuve, Claire, répondit Lucie en s'asseyant à côté de moi sur le lit. Tu ne l'as jamais été, même s'il te le faisait croire. J'ai accepté son offre les larmes aux yeux. Cette nuit-là, pendant que nous préparions le plan pour mon déménagement le lendemain, j'ai réalisé que je prenais des décisions par moi-même pour la première fois depuis des années. De petits choix, apparemment insignifiants, mais qui représentaient un acte de rébellion contre le contrôle que Vincent avait exercé sur chaque aspect de mon existence. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Déclarations supplémentaires à la police, réunion avec Hélène pour préparer le dossier, séance avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes, démarche pour demander un congé temporaire à l'école. Chaque pas était petit, mais ensemble, ils commençaient à tracer un chemin vers la liberté. Une semaine après cet après-midi fatidique, j'ai reçu la notification officielle. Le juge avait prononcé une ordonnance d'éloignement permanente contre Vincent et avait ordonné son placement en détention provisoire en raison de la gravité des menaces et de l'utilisation d'une arme. Monique faisait également l'objet d'une enquête en tant que complice. Quand Hélène m'a annoncé la nouvelle, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Je n'ai pas célébré, je n'ai pas ressenti de triomphe, juste une certitude tranquille que, pour la première fois depuis longtemps, la justice était de mon côté. « Ce n'est que le début », m'a prévenue Hélène. « Le chemin sera long. » « Je sais », ai-je répondu en rangeant la notification dans mon sac. « Mais je marche enfin dans la bonne direction. » En sortant du palais de justice cet après-midi-là, le soleil de Nice brillait d'une intensité qui semblait me promettre un avenir différent. Un avenir que, pas à pas, je commençais à construire de mes propres mains. Les mois qui suivirent passèrent avec une lenteur étrange, comme si le temps avait changé de rythme pour s'adapter à mon processus de guérison. L'appartement de Lucie devint mon refuge, un espace sûr où, peu à peu, je commençais à me redécouvrir. Les premières semaines furent les plus difficiles. Je sursautais à chaque bruit, chaque appel téléphonique, chaque coup à la porte. La nuit, je me réveillais trempée de sueur froide, convaincue que Vincent était là, m'observant dans l'obscurité. Lucie apparaissait alors avec une tasse de tisane et s'asseyait avec moi jusqu'à ce que les fantômes s'évanouissent. « C'est normal », m'assurait ma psychologue, la docteure Dubois, lors de nos séances hebdomadaires. « Votre corps traite le traumatisme. Continuez à vous rappeler que vous êtes en sécurité maintenant. » J'essayais de la croire, mais le sentiment de sécurité était aussi fragile qu'un château de cartes. N'importe quoi pouvait le faire s'effondrer. Voir quelqu'un qui ressemblait à Vincent dans la rue. Entendre une chanson sur laquelle nous avions l'habitude de danser. Même certaines odeurs qui me transportaient instantanément dans notre ancien appartement. « Vous devez vous reconstruire à partir des fondations », me dit la docteure Dubois lors d'une séance particulièrement difficile, après que Vincent eut tenté de me contacter par le biais d'amis communs.
Et cela signifie accepter que certaines parties de vous ont été trop endommagées pour être récupérées. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer quelque chose de nouveau, de plus fort. Ces paroles résonnèrent en moi de manière inattendue. Ce soir-là, en dînant avec Lucie sur la petite terrasse de son appartement, je partageais une idée qui avait germé dans mon esprit. « Je veux recommencer à peindre », dis-je, me surprenant moi-même par la détermination de ma voix. Lucie sourit, ses yeux brillants d'un mélange de surprise et de joie. « Peindre ? Je ne savais pas que tu peignais. Je le faisais, avant Vincent, » expliquai-je en remuant distraitement ma salade. J'ai fait les beaux-arts avant de me décider pour l'enseignement. J'étais douée, je crois. Pourquoi as-tu arrêté ? La question semblait simple, mais la réponse était compliquée. Vincent disait que c'était une perte de temps, que l'odeur de peinture le dérangeait, que j'occupais trop d'espace avec mes toiles. Je fis une pause, me rappelant comment j'avais rangé mes pinceaux dans une boîte qui avait fini oubliée au fond d'un placard. Mais je crois que la vraie raison, c'est que quand je peignais, j'étais complètement moi-même. Je n'avais pas besoin de son approbation, et ça lui faisait peur. Le lendemain, Lucie me surprit avec un chevalet, quelques petites toiles et une boîte de peinture à l'huile de base. « Un cadeau de bienvenue en retard », dit-elle en minimisant le geste. La première toile resta blanche pendant des jours. Je m'asseyais devant elle chaque après-midi après être rentrée de l'école. J'avais décidé de reprendre mes cours à temps partiel, mais les pinceaux pesaient dans ma main comme s'ils étaient en plomb. Et si je ne savais plus peindre ? Et si Vincent avait raison, et que je ne faisais que perdre mon temps ? Ce fut Julien qui, lors d'une de ses visites hebdomadaires de Lyon, me donna le coup de pouce dont j'avais besoin. « Tu te souviens quand on était enfant, et qu'on peignait sur les murs de la maison de grand-mère ?» me demanda-t-il alors que nous prenions un café sur une terrasse voisine. Maman était si en colère, mais grand-mère disait toujours qu'on laissait notre marque sur le monde. Je souris au souvenir. Notre grand-mère Hélène, avec ses cheveux blancs toujours coiffés en un chignon parfait, avait été la seule à soutenir mon intérêt pour l'art. « Peins ce qui te rend libre, ma petite, » me disait-elle. « Tout le reste, c'est des bêtises. » Ce soir-là, après le retour de Julien à Lyon, je m'assis de nouveau devant la toile blanche. Cette fois, je ne pensais pas. Je ne planifiais pas. Je laissais simplement le pinceau danser, guidé par quelque chose de plus profond que la pensée consciente. Ce qui en émergea n'était pas beau au sens traditionnel du terme. C'était chaotique, douloureux, une explosion de rouges et de noirs entrelacés, comme s'ils étaient en guerre. Mais quand je pris du recul et l'observai, je sentis quelque chose se briser en moi. Les larmes coulèrent, non de tristesse, mais de reconnaissance. J'étais là, dans toute ma confusion et ma douleur, enfin visible. Dès lors, la peinture devint ma thérapie personnelle. Chaque toile était un chapitre de mon histoire que j'avais besoin de raconter. Certaines étaient sombres, reflétant les années d'abus et de contrôle. D'autres étaient étonnamment lumineuses, capturant des moments de beauté et d'espoir que j'avais trouvés même dans les jours les plus noirs. Ma guérison ne suivait pas une ligne droite. Il y avait des bons jours où je me sentais presque comme mon ancien moi, riant avec Lucie en préparant le dîner ou profitant d'une classe particulièrement réussie avec mes élèves. Et il y avait des mauvais jours, des jours où je pouvais à peine me lever du lit, écrasée par le poids des souvenirs et de la peur. Le processus judiciaire suivait son cours, lent mais implacable. Vincent avait été formellement accusé de maltraitance et de menaces graves. Monique faisait face à des accusations de complicité. Les avocats de Vincent tentèrent de me contacter plusieurs fois, proposant des accords que je refusais systématiquement avec le soutien d'Hélène. « Il ne s'agit pas de vengeance », expliquai-je à Julien lorsqu'il remit en question ma décision de poursuivre le procès malgré l'usure émotionnelle. « Il s'agit de justice, et de m'assurer qu'il ne puisse pas faire ça à quelqu'un d'autre. » La date du procès approchait, et avec elle, mon anxiété augmentait. Je devrais le revoir, m'asseoir dans la même salle que lui, revivre tout ce qui s'était passé. L'idée me terrifiait. « Nous serons tous avec toi », m'assura Lucie un soir, alors que nous partagions une bouteille de vin sur le balcon. Moi, Julien, tes collègues de l'école, même certains parents d'élèves ont demandé à assister pour te soutenir. Je fus surprise de découvrir combien de personnes se soucièrent de moi, combien de mains s'étaient tendues pour me soutenir quand j'en avais le plus besoin. Des personnes que, pendant mon mariage, j'avais maintenues à distance parce que Vincent m'avait convaincue qu'elle ne s'en souciait pas vraiment. 2 semaines avant le procès, quelque chose d'inattendu se produisit. J'étais dans la salle des professeurs, préparant du matériel pour mon cours de l'après-midi,
quand Anne, la directrice, m'appela dans son bureau. « Il y a quelqu'un qui veut te voir », dit-elle avec une expression difficile à interpréter. Mon cœur s'accéléra, pensant immédiatement à Vincent. Mais la personne qui attendait dans le bureau était une jeune femme, peut-être quelques années plus jeune que moi, avec des yeux effrayés et un bleu à peine dissimulé par du maquillage sur la joue. « Voici Manon », me présenta Anne. « Elle a besoin de te parler. » Pendant l'heure qui suivit, Manon me raconta une histoire douloureusement familière. Elle avait commencé à sortir avec Vincent 3 mois plus tôt, peu après sa libération sous caution. Au début, il était charmant, attentionné, l'homme parfait. Mais progressivement, sa vraie nature avait émergé. « Hier soir, c'est la première fois qu'il m'a frappée, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Mais j'ai vu comment il regarde les autres femmes, avec tant de haine, et j'ai trouvé un carnet où il écrivait des choses sur toi, des choses horribles, des plans de ce qu'il te ferait s'il te trouvait. » Mon sang se glaça. Malgré l'ordonnance d'éloignement, malgré les charges en suspens, Vincent restait une menace. « Anne m'a raconté ton histoire, » poursuivit Manon. « Et j'ai pensé que tu devais le savoir. Et aussi, » elle déglutit, « je voulais te demander comment tu as fait, comment tu as trouvé la force de partir. » La question me laissa sans voix un instant. Comment expliquer que je n'avais pas été courageuse, que j'étais simplement arrivée à un point où la peur de rester dépassait la peur de partir. « Je ne l'ai pas fait seule, » répondis-je finalement. « Et tu n'as pas à le faire seule non plus. » Cet après-midi-là, nous avons accompagné Manon pour déposer une plainte. Son témoignage, combiné aux preuves qui existaient déjà contre Vincent, entraîna la révocation immédiate de sa liberté sous caution. Il retourna en détention provisoire, où il resterait jusqu'au procès. La veille du procès, je ne pus dormir. Je me levai avant l'aube et m'assis devant mon chevalet. J'avais travaillé sur un nouveau tableau, différent de tout ce que j'avais peint auparavant. Il n'était ni sombre, ni chaotique. C'était un lever de soleil sur la mer, vu depuis la promenade des Anglais, l'un de mes endroits préférés à Nice. Les couleurs étaient douces mais vibrantes, des bleus profonds qui se fondèrent dans des roses et des dorés. Au premier plan, une silhouette féminine contemplait l'horizon, sa posture droite et tranquille. Son visage n'était pas visible, mais il n'était pas nécessaire de le voir pour sentir sa force. En donnant les dernières touches, je compris que j'avais peint mon avenir. Un avenir qui, malgré les cicatrices, était plein de possibilités. Le jour du jugement arriva avec un ciel dégagé et un soleil brillant qui semblait en contradiction avec la gravité du moment. Je m'habillai avec soin, choisissant une simple robe bleue qui me faisait sentir sûre de moi et professionnelle. Lucie et Julien m'attendirent dans la cuisine, tous deux formellement vêtus et visiblement nerveux. « Prête ?» demanda Julien en m'offrant son bras. Je ne l'étais pas, bien sûr. Comment pourrais-je l'être? Mais j'acquiesçai quand même, prenant son bras comme soutien. « Avant de partir, dis-je en m'arrêtant à la porte, je veux que vous sachiez quelque chose. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'ai déjà gagné, parce que j'ai retrouvé ma voix, mon art, ma capacité à choisir. Et c'est quelque chose que ni Vincent ni personne ne pourra jamais m'enlever. » Lucie me serra dans ses bras, les yeux brillants de larmes contenues. « Nous sommes si fiers de toi, » murmura-t-elle. Nous sortîmes ensemble sous le soleil du matin, non pas comme des victimes, mais comme des survivantes. Le chemin vers la guérison complète était encore long, et je savais qu'il y aurait d'autres jours difficiles. Mais pour la première fois depuis cet après-midi où mon monde s'était brisé en 1000 morceaux, je ressentais une certitude profonde. Les pièces brisées de ma vie ne s'emboîteraient plus jamais exactement comme avant, mais je créais quelque chose de nouveau à partir d'elles, quelque chose de plus fort, de plus authentique et de plus beau que je ne l'avais jamais imaginé. Et tandis que nous marchions vers le palais de justice, je sus que, quel que soit le verdict légal, j'avais déjà trouvé ma propre justice dans l'acte de réclamer ma vie, coup de pinceau par coup de pinceau, jour après jour, choix après choix.